Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. Au lendemain de la Journée internationale des droits des femmes, l'IVG est la liberté de disposer de son corps, un droit encore à conquérir dans bon nombre de pays, comme en Argentine. La mobilisation des femmes pour un droit à l'avortement en toute sécurité est au cœur du film du réalisateur Juan Solanas qui sort en salle mercredi. Notre invité, il sera à partir de 12h55. Mais d'abord, le Grand Théâtre de l'Art avec Ulla von Brandenburg, habituée du Palais de Tokyo à Paris, l'artiste plasticienne allemande. Il présente actuellement sa nouvelle exposition Le milieu est bleu et c'est à voir jusqu'à la mi-mai. Rideaux, peints, tissus suspendus, elle nous invite dans son univers magique et onirique. Elle est surtout aujourd'hui la première invitée de cette nouvelle semaine de Grande Table et bienvenue à tous sur France Culture. La Grande Table, Olivia Gesbert. Bonjour Ulla von Brandenburg, bon, c'est pas facile à dire, hein. Ulla von Brandenburg, avec quel joli nom. Bonjour. Bonjour à vous. Vous avez recréé 5 espaces dans cette nouvelle exposition, Le milieu est bleu, 5 espaces délimités par des tissus, des bâches ou des rideaux, 5 cabanes de couleurs différentes. Quand on est petit, on fabrique souvent des tentes dans la maison avec les draps de lit ou les rideaux des chambres, ou des cabanes dans le jardin, dans les bois. Cette envie d'inventer des mondes, est-ce que vous pensez qu'elle vous vient de votre enfance, de l'enfance ? Absolument. Et il y a aussi ce texte de Foucault sur les hétérotopies qui m'a inspiré beaucoup, évidemment, parce qu'il parle exactement de ce que vous dites, des cabanes, des enfants qui retournent dans le lit des parents pour faire des cabanes. Et pour moi, c'est aussi une manière de camoufler les espaces où je suis. Et pour moi, c'est aussi une manière de me rendre indépendante des espaces et du white cube, de cacher où on est et de proclamer des nouveaux espaces. Lever de rideau, tomber de rideau, quelle est la fonction du rideau au théâtre ? Vous qui venez de cet univers-là, par vos études, vous avez été formée à la scénographie. Quelle est la fonction du rideau au théâtre ? Mais le rideau, c'est pour séparer le public avec les acteurs et pour différencier deux mondes. Aussi, on peut dire le rideau, c'est comme un miroir où il y a quelque chose de différent qui se passe devant et derrière. Il y a aussi cette séparation de objet et sujet. Et moi, j'aime beaucoup ces moments de passer le rideau et d'aller sur l'autre côté du rideau et du coup de flouter cette situation où on ne sait plus est-ce que je suis le spectateur, la spectatrice ou est-ce que je suis actrice. Et c'est ça que j'essaye de faire au Palais de Tokyo, d'inviter le public dans un théâtre ou dans un espace théâtralisé où on ne sait plus est-ce qu'on est actrice ou est-ce qu'on est spectatrice. Et quand vous êtes au théâtre, quel est l'endroit, le lieu que vous préférez ? Est-ce que c'est là où le public, l'orchestre s'assied, les balcons ? Est-ce que c'est la cachette du souffleur ? Est-ce que c'est les coulisses ? En fait, moi, j'ai un problème avec le théâtre parce qu'il faut être assise et être calme. Et j'ai toujours peur de pouvoir sauter et crier pendant un spectacle. Et c'est peut-être aussi pour ça. Bon, après, c'est pas une nouvelle idée d'ouvrir l'espace. Du théâtre, c'était déjà dans les années 70 avec, par exemple, Achim Freyer en Allemagne qui a fait exactement ça, de plus avoir public et scène séparées. Mais pour moi, le théâtre, c'est aussi un monde un peu claustrophobique. Et j'ai travaillé dans le théâtre, comme vous dites, mais je suis contente d'avoir pu transverser ce monde du théâtre dans l'espace des expositions. Parce qu'il est aussi question de regard quand même, ou de perception dans vos installations. En fonction de l'endroit où l'on est, on ne voit pas les mêmes choses et on n'ouvre pas les mêmes portes de nos imaginaires. Juste un mot encore sur ces tissus, ces grands rideaux, ces toiles qui vous servent de matière première aussi pour vos œuvres et vos installations. Vous semblez être séduite par leur simplicité à ces tissus, comme l'aquarelle d'ailleurs que vous pratiquez aussi, qui est une peinture, une matière très légère, très transparente. Qu'est-ce qui vous séduit dans ces matières ? Mais moi, j'adore cette idée d'assouplir les espaces et de faire les architectures, de faire des architectures molles. Et le tissu, c'est une matière
c'est très important parce que, évidemment, c'est la première matière qui nous touche quand on est bébé. C'est la dernière matière qui nous touche quand on meurt, probablement. Et c'est une matière qui est aussi extrêmement flexible et économique. Ça veut dire, moi, ces grands tissus, je peux les plier, c'est des petites boîtes, et je peux camoufler et créer des espaces grands. Après, le tissu, c'est aussi un matériau qui peut prendre des empreintes, des informations des corps aussi. Et souvent, quand je travaille le tissu avec des couvertures de patchwork, c'est important qu'il y ait une histoire, ou aussi avec ces rideaux, c'est des rideaux des différentes installations de moi. Je montre au Palais de Tokyo. Et chaque rideau, chaque tissu a une histoire et porte aussi des traces de cette histoire dans la matière. Ils ont vécu ces tissus, en fait. Vous les avez récupérés quelque part. Certaines, j'ai fabriquées moi-même, mais je les montrées plusieurs fois. Ça veut dire, chaque fois, il y a quelque chose qui se passe, évidemment. Et après, il y a aussi des vrais tissus de théâtre que j'ai récupérés dans l'opéra de Varsovie, des tissus des années 60 qui sont peints avec un ciel et de la terre. Vous aviez envie d'ouvrir aussi un dialogue avec le Palais de Tokyo à Paris, sa structure massive en pierre, avec son toit, chapiteau en verre et bois. Parce que quand on se balade dans votre exposition, si on lève la tête, on a aussi l'impression d'être dans un cirque. Hein. Pour moi, c'était un vrai combat. Avec l'espace du Palais de Tokyo, parce qu'il est très fort et il est très beau, mais aussi très fort. Du coup, pour moi, la seule manière de vaincre cet espace était de proclamer des propres espaces. Et ça, j'ai fait avec les tissus, et aussi de cette décision d'ouvrir le toit, parce que souvent, c'est fermé, parce que c'est la lumière naturelle qui vient et qui nuit évidemment aux œuvres. Et on a décidé d'ouvrir et de faire semblant que les murs n'existent pas, comme c'est le cas dans le cirque. Le film Dogville, raconté en 9 chapitres et un prologue. Prologue, où l'on découvre la ville et ses habitants. Voici la triste histoire de la petite bourgade de Dogville. Dogville se trouvait dans les montagnes rocheuses, aux États-Unis d'Amérique, au bout d'une route qui s'arrêtait là, définitivement, à proximité d'une vieille mine d'argent abandonnée. Les habitants de Dogville étaient de braves gens, honnêtes, et ils aimaient leur ville. Il y a quelques clins d'œil, en tout cas 2, moi j'en vois dans votre exposition au film Dogville de Lars von Trier, avec déjà ces craies qui incarnent à la fois l'écriture, mais aussi ce tracé qu'on pourrait faire au sol, ces craies géantes que vous présentez dans l'exposition, et puis un autre clin d'œil dans un des films longs dont on va reparler, que vous présentez sur l'utopie du théâtre populaire du Busan, où on voit l'un des comédiens tracer un cercle autour du corps d'un autre. Dogville, pourquoi ? Dogville, parce qu'on a là le pouvoir de l'imagination que le théâtre peut susciter, cette théâtralité de l'art. Lars von Trier s'en était inspiré pour ce film. Pas pour ce film-là, mais Lars von Trier est important, et Dogville était important pour un autre film où j'ai fait aussi un trait dans l'herbe blanc pour proclamer que c'est une maison pour une famille. Et pour moi, la craie, et là, elle est gonflée. En fait, la perspective a changé parce que les craies sont énormes. C'est vrai, la craie aussi, pour moi, c'est Beckett qui a aussi fait une pièce de théâtre où il trace sur le sol, et notamment Lars von Trier, je crois, il connaissait Beckett. Et évidemment, l'écriture même, mais après aussi la craie pour l'école, pour l'apprentissage Et pour la scène de crime, mais ça, c'était pas votre idée première probablement. Vous avez dit le mot, cette idée de proclamer. Il suffit de tracer un trait et on peut proclamer que c'est une maison. C'est ça ? Oui. C'est cette idée de décider aussi la fonction que peut avoir le trait. Hein. Oui, et en même temps, avec cette exhibition, je dis pas c'est ça ou c'est cette histoire, c'est aussi une invitation que chacun peut décrire et trouver sa propre histoire, notamment avec la meule de foin. Chacun de nous connaît des meules de foin, malgré cette meule de foin n'existe plus, parce que c'est une ancienne format. Maintenant, les meules sont dans des sacs de plastique. Mais chacun de nous a un souvenir avec le foin.
Et là aussi, c'est aussi un espace, le foin. Parce qu'elles ont été aussi représentées par des peintres, hein. Il y a cette fonction mémorielle de l'art. L'effet d'optique d'une salle à l'autre, que l'on soit au cœur de l'espace ou à l'extérieur du cercle, on ne voit pas la même chose. L'exposition s'ouvre d'ailleurs avec une installation qui joue avec cette optique photographique, avec cette première œuvre, première installation de votre exposition, Ulla von Brandenburg. Comment vous intégrez vous, la perception du visiteur, du regardeur dans vos créations? Moi, je pense toujours au chemin que les gens ils vont prendre. Et toute cette exposition est conçue comme une sorte d'opéra. Ça veut dire il y a une ouverture. Ça, c'est la pièce avec les tissus, avec le trou. Et ça fait appel à l'optique de Camara, mais aussi un sort de chemin qu'on peut déjà prendre sur la gauche, imaginaire dans l'air, et après on les passe vraiment, les trous, on traverse les trous. Et c'est aussi évidemment le trou dans le 4e mur. Je veux dire, on peut passer sur l'autre côté, et aussi l'idée de l'envers et l'endroit. Il y a une belle côté et une mauvaise côté où on voit évidemment la manière comment c'est fait, et il y a aussi une référence avec la peinture. Et après, il y a les 3 autres actes de cette pièce qu'on peut pénétrer, et c'est le premier acte, pour moi, c'est le présent, c'est les 5 cabanes. Après, c'est le passé, c'est le film qu'on a tourné en amont au Théâtre du Buisson. Et le futur, pour moi, c'est cette installation labyrinthique avec des projections, des objets qui tombent dans l'eau. Où là aussi, vous avez dit que la mer était pour vous comme une sorte de 4e mur que l'on traverse, hein. Le 4e mur, c'est ce mur invisible au théâtre qui sépare la scène du spectateur. Ces 5 visions subaquatiques, pourquoi ? Mais la mer, comme notamment la forêt, on voit la forêt dans le film de Buisson, pour moi la mer c'est aussi un endroit de l'inconscience. La mer encore plus que la forêt où on a peu d'accessibilité, c'est dur de pénétrer l'eau, et en même temps l'eau qui donne un mouvement propre à tous ces objets. En fait, les objets deviennent comme des marionnettes, ils sont animés, les objets morts qui sont tout d'un coup vivants par le mouvement de la mer, et aussi ils tombent des fois très très loin, même ils disparaissent, et qu'on lâche les choses. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Oh oh! Des petites filles qui font de l'autostop. D'accord, je stoppe et je facture un baiser du kilomètre. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, n'allez pas voir l'exposition de notre invitée Ulla von Brandenburg. À voir jusqu'à la mi-mai, le milieu est bleu. Ou alors, allez-y, et peut-être que vous apprendrez aussi à aimer. Vous avez évoqué ces évocations, ces références faites à la mer à travers notamment cette dernière installation, la meule de foin, ou les nasses des pêcheurs qu'on peut retrouver dans l'exposition, travaillées à différentes échelles. Comment vous travaillez, vous, Ulla von Brandenburg? Est-ce que vous commencez toujours, pratiquement, par réaliser des maquettes avant de démultiplier l'échelle de vos œuvres et de vos installations? Oui, moi j'adore les maquettes dans l'échelle 1,50. Et oui, c'est la première chose de faire une maquette du Palais de Tokyo, et après de mettre toutes ces choses que j'ai déjà dans une petite boîte dedans. Mais pour moi, c'est important de faire au moins 2 fois tout nouveau pour arriver vraiment à quelque chose. Et après, je travaille aussi en équipe. Ça se voit pas toujours parce que c'est mon nom qui est écrit dessus, surtout. Mais l'équipe, pour moi, c'est très important, parce que aussi un film, une installation, la musique, tout ça, ça se fait avec beaucoup de gens. Et c'est une synergie de beaucoup de gens. Posez là comme des marionnettes au repos. Moi, j'aime beaucoup vos mannequins poupées qui sont hyper genrés. Je me demandais si chacun représentait une personne qui vous est chère.
C'est ça. En fait, c'est vrai, les visages que vous leur avez donnés En fait, c'est les doubles des performeurs. Et moi, j'ai lu un livre de Monica Ankel sur le tissu et la psychiatrie et les femmes et toutes ces choses qu'ils ont fabriquées en tissu dans les psychiatries autour de 1900. Et là, il y avait aussi une femme qui a fait le double de son mari. Après, il y avait d'autres femmes qui ont fait leur propre double pour le mettre au lit pour qu'elles peuvent échapper. Et cette image de double des acteurs, et en même temps, ils sont nus. Et souvent, le samedi, quand on voit les performeurs manipuler leurs poupées, on voit aussi que c'est leur double. Voilà, parce que le samedi, il y a en plus une performance de danse qui se passe au sein de l'exposition, oui, à voir, mais uniquement le samedi. Exact, mais c'est une performance de tout. En fait, l'idée est qu'il y a une micro-communauté qui a habité dans le théâtre du Buisson, et leur histoire, on voit dans la projection du film, et ils quittent le théâtre parce que les grandes portes derrière s'ouvrent, et ils vont dans la forêt, mais derrière la forêt, il n'y a pas très loin Paris, et ils arrivent au Palais de Tokyo pour installer leur tente et toutes ces choses qu'on voit déjà au théâtre dans le Palais de Tokyo. Et ils poursuivent leurs choses qu'ils ont déjà fait avant. Et ça, c'est de chanter, de danser, de manipuler des choses, de faire des jeux qu'on ne comprend pas forcément tout de suite les règles. Mais c'est, si on veut, c'est ce qui se passe après le film. Vous avez un côté fétichiste, vous, pour les objets ? Mais les objets, pour moi, c'est important que les objets qu'on voit sont tous faits main et qu'il y a cette question de l'artisanat, de fabriquer des choses et d'avoir aussi le corps impliqué pour faire des choses et le corps et la tête qui font une chose. Et toutes ces choses qu'on voit, eux, ils ont fabriqué dans leur théâtre avant. Et oui, fétichisation, peut-être que tout est fait main, ça c'est important. Artisanal. On va parler code, on va parler principe, ou plutôt on va chanter les règles avec un extrait du nouvel album du pianiste et compositeur Christophe Chassol qui est dans l'actualité musicale. Les règles, l'écriture figurée et la grammaire du jeu constituent une sorte de langue secrète extrêmement perfectionnée qui participe de plusieurs sciences et de plusieurs arts, particulièrement des mathématiques et de la musique. Cette langue est en mesure d'exprimer le contenu et les résultats de presque toutes les sciences et d'établir des rapports entre eux. Le jeu des paires de vers se pratique donc avec toute la substance et toutes les valeurs de notre culture. Il joue avec elles, un peu comme au temps où florissaient les arts. Un peintre a pu jouer des teintes de sa palette. Ce que l'humanité a produit au cours de ses ères créatrices dans le domaine de la connaissance, des grandes idées, des œuvres d'art, ce que les périodes de spéculation érudite qui suivirent ont ramené à des concepts et transformé en patrimoine intellectuel. Tout cet immense matériel de valeur spirituelle, le joueur de paires de verre en joue comme l'organiste de ses orgues, mais les siennes sont d'une perfection presque inconcevable. Leur clavier et leurs pédales explorent le cosmos spirituel tout entier. Leurs registres sont pour ainsi dire sans nombre, et théoriquement cet instrument permettrait de reproduire dans son jeu tout le contenu de l'univers. Les règles, l'écriture figurée et la grammaire du jeu constituent une sorte de langue secrète extrêmement perfectionnée qui participe de plusieurs sciences et de plusieurs arts, particulièrement des mathématiques et de la musique. Cette langue est en mesure d'exprimer le contenu et les résultats de presque toutes les sciences et d'établir des rapports entre eux. Le jeu des paires de vers se pratique donc avec toute la substance et toutes les valeurs de notre culture. Il joue avec elle, un peu comme au temps où florissaient les arts. Un peintre a pu jouer les teintes de sa palette. Ce que l'humanité a produit au cours de ses ères créatrices dans le domaine de la connaissance, des grandes idées, des œuvres d'art, ce que les périodes de spéculation érudite qui suivirent ont ramené à des concepts et transformé en patrimoine intellectuel. Tout cet immense matériel de valeur spirituelle, le joueur de paires de verre en joue comme l'organiste de ses orgues, mais les siennes sont d'une perfection presque inconcevable. Leur
clavier et leurs pédales explorent le cosmos spirituel tout entier. Leurs registres sont pour ainsi dire sans nom, et théoriquement cet instrument permettrait de reproduire dans son jeu tout le contenu de l'univers. Tout le contenu de l'univers. Tout le contenu de l'univers. Celui qui met en musique les discours trouvés sur Internet de grandes voix comme Obama ou Christiane Taubira revient avec un 5e et nouvel album pour composer son Ludi. C'est le titre de cet album, pensé comme souvent avec les images. Le pianiste et compositeur Christophe Chassol s'est inspiré, lui, paraît-il, entre autres d'un roman de Hermann Hesse. Édité sur le label Tricatel, il est sorti cet nouvel album dans les bacs vendredi dernier. France Culture, il est 12h22. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Jusqu'à 12h30 avec notre invitée, l'artiste Ulla von Brandenburg. Elle expose actuellement au Palais de Tokyo à Paris. Sa nouvelle exposition s'intitule « Le milieu est bleu » et elle est à voir jusqu'à la mi-mai. Codes, règles, principes. Quels sont, vous, Ulla von Brandenburg, les grands principes de mise en scène de l'espace que vous avez appris lors de votre formation de scénographe à Karlsruhe et qui vous guide encore aujourd'hui dans votre création, dans vos installations? Oui, comme j'ai déjà dit, moi j'aime bien camoufler les espaces où je suis et de faire une mise en scène. En fait, moi je ne parle pas vraiment des expositions, c'est plutôt d'une mise en scène d'espace. Et pour moi, c'est aussi important de réfléchir sur des déhiérarchisations des espaces et des lieux. Ça veut dire il y a plein de différentes perspectives, il y a plein de différents lieux où on peut voir et on ne voit jamais la même chose. Cette une exposition n'existe pas. Et aussi, cet rapport avec l'art, qu'est-ce qui est l'art, qu'est-ce qu'on peut toucher, qu'est-ce qui doit être à distance, ou est-ce qu'on peut même le manger. Je veux dire, cette question de distance, ça m'intéresse beaucoup et de flouter les hiérarchies et les frontières et que c'est plus très clair où est-ce qu'on est et c'est quoi mon rapport avec, par exemple, ce tableau dans le premier espace rouge qui était accroché au mur peut-être avant et qui est tombé et maintenant posé sur le sol. Il faut aussi une forme de dramaturgie pour le visiteur, celui qui réalise ce parcours et qui marche dans vos pas. Vous êtes une artiste allemande installée aujourd'hui en région parisienne, sur les bords de la Marne. Vous vous sentez profondément européenne par vos influences, par votre pratique artistique? Oui. Oui, je suis européenne et moi j'ai la grande chance d'être allemande en France et d'avoir ces deux pays et d'avoir le regard sur les deux pays avec une distance. Et moi j'aime beaucoup cet endroit de la distance pour voir des choses. Vos influences, qui vous a marqué dans votre perception, conception de l'art et de la fonction de l'art aujourd'hui? En fait, évidemment, il y a beaucoup de gens dans l'art. Marcel Brutas, j'adore. Mais il y a aussi beaucoup de choses comme je fais référence au théâtre de baroque ou au théâtre tout court. Après, il y a aussi la littérature qui est très important. Et moi, je me sens dans un endroit où, en fait, il y a un héritage énorme culturel. Et je prends des choses qui existent déjà, comme par exemple pour le texte du film, j'ai pris le texte, quelques phrases de Marie-Louise Fleischer, de prendre les choses parce qu'il y a tellement des choses qui sont déjà réfléchies et moi, je ne réinvente pas le monde de nouveau et l'art de nouveau. C'est déjà fait. L'utopie du Busan, imaginée par Maurice Potcher, un lieu, un théâtre populaire repris depuis 2017 par Simon Delétang. Je vous propose qu'on écoute le directeur de ce lieu et vous nous dites après peut-être ce qui vous a inspiré dans cette utopie très particulière. Tous ceux qui viennent ici à un moment donné sont touchés par cette aventure. Et je crois que c'est ça qui fait la force de ce lieu, c'est qu'on ne reste pas indifférent et on a envie de tout donner pour que cette aventure perdure. Moi, je suis très touché par les pensées originelles de Maurice Potcher. On a donné une lecture de ses textes fondateurs dans notre nouvelle scène extérieure pour faire entendre justement comment cet homme, très jeune, puisqu'il avait 25 ans, a rêvé ce théâtre qui était accessible à tous, mais qui n'excluait pas l'élite, qui était un théâtre où il voulait vraiment que les gens se mêlent et qu'on n'ait pas du tout d'exclusion de qui que ce soit.
avec des œuvres de haute littérature. Et donc pour moi, c'est toujours cette dimension qui questionne qu'est-ce qui est populaire, qu'est-ce qui ne l'est pas. On a souvent tendance à associer le populaire au vulgaire en disant voilà, on fait des choses faciles, des effets vulgaires. Et moi, je crois qu'au contraire, il faut essayer d'élever l'âme des spectateurs avec des grands récits, avec des formes qui justement apportent de la beauté et pas uniquement du divertissement. Il peut y avoir du divertissement, on le voit dans les chorales, mais il y a aussi une dimension qui met de la profondeur au récit qui est porté. Alors vous êtes allé dans ce village lorrain dont on vous avait parlé pour rencontrer les acteurs de ce théâtre populaire et vous avez filmé en steadicam, sans montage, une sorte de pièce de théâtre qui fait film aujourd'hui dans l'exposition. Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, dans cette utopie à l'origine de ce théâtre populaire dont le fond de scène est ouvert, hein, c'est sa grande particularité sur la forêt vosgienne? Mais sur une côté, sûrement, depuis moi j'habite à la campagne, il y a cette question, elle est où la culture pour les gens qui habitent à la campagne et pourquoi en France, mais dans plein d'autres pays aussi, c'est tellement séparé entre les grandes villes et la campagne. Et comment on peut amener la culture là-bas. Et ça, c'est exactement ce que Pottecher, il a pensé aussi, que les gens à Busson ont besoin et ont le droit, évidemment pareil que les gens à Paris, de voir des spectacles. Et aussi, c'est marqué sur le bâtiment pour l'art, pour l'humanité, comme Simon Deltan, il disait qu'il n'y a pas de différence et de mêler tous les gens et qu'il n'y a plus des hiérarchies et parce qu'il y a une histoire qui touche tout le monde pareil, qui est montrée. Et après, le théâtre du Busson n'est pas seulement très très beau. Évidemment, il y a aussi cette particularité de la porte derrière au fond qui ouvre sur une scénographie naturelle, un très très beau forêt. Et du coup, que la nature et la culture se touchent aussi proches et s'inversent, ça m'intéressait évidemment beaucoup parce que aussi pour le Palais de Tokyo, je voulais amener la nature, le monde agricole et le monde des pêcheurs dans le Palais de Tokyo. Voilà, c'est ça qui est bien avec vous, Ulla von Brandenburg, c'est que vous revendiquez aussi à travers vos œuvres ce côté un peu décalé, un peu psychédélique, onirique dans vos œuvres, que l'on voyait déjà dans Death of a King, qui était exposé au Palais de Tokyo en 2012, à l'heure où beaucoup d'artistes penchent vers le nouveau monde, tentent d'intégrer la technologie à l'heure où le numérique dévore un peu nos vies. Voilà, et on retrouve ce côté hippie aussi dans cette exposition à travers le son de l'harmonium indien, la shruti box que vous mettez en scène et qui rythme la visite. Et puis dans ces tentures patchwork, jusqu'à l'expérience menée donc là au théâtre du Busson. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Votre exposition Le Milieu est bleu est à voir jusqu'à la mi-mai au Palais de Tokyo à Paris. Merci beaucoup.